Nous avons vu la certitude du devoir, telle que l'admettait Kant, se résoudre en foi, même chez les disciples de Kant, et la foi elle-même se résoudre en un doute qu'il ne veut pas s'avouer. Eh bien, il reste une troisième position de l'esprit, cette foi absolument sincère avec soi et avec autrui. Elle consiste à remplacer la morale de la certitude et la morale de la foi par la morale du doute, à fonder en partie la moralité sur la conscience même de notre ignorance métaphysique, jointe à tout ce que nous savons par ailleurs de sciences positives. Cette situation d'esprit a été récemment analysée et proposée comme la meilleure. Voir la critique des systèmes de morale de Fouillet, conclusion et préface. L'auteur de l'idée moderne du droit et de la critique des systèmes de morale contemporains a essayé de réunir en une synthèse les résultats légitimes de la philosophie évolutionniste et de la philosophie critique. Son point de départ expérimental qu'aucune doctrine ne peut nier est ce fait que nous en avons conscience. Ce fait bien interprété est selon lui le premier fondement du droit et du devoir de justice. Quel est en effet l'objet de la conscience au sens le plus large de ce mot, et quelle en est la limite? Elle se pense les autres consciences, pense le monde entier. Conséquemment, elle a tout ensemble un caractère individuel et une portée universelle. Elle ne se pose qu'en posant devant soi d'autres consciences semblables à elle-même. Elle ne saisit qu'en société avec autrui. Par là même, la conscience comprend sa propre limitation, sa propre relativité en tant que moyen de connaissance, car elle ne peut s'expliquer d'une manière complète, ni sa propre nature comme sujet pensant, ni la nature de l'objet qu'elle pense, ni le passage du subjectif à l'objectif. De là le principe de la relativité des connaissances, qui a une portée morale jusqu'ici méconnue. Un vrai positiviste, comme un vrai criticiste, et un vrai sceptique doit garder au fond de sa pensée un que sais-je et un peut-être. Il ne doit pas affirmer l'adéquation du cerveau à la réalité, l'adéquation de la science à la réalité, mais seulement à la réalité pour nous connaissable. L'expérience même nous apprend que notre cerveau n'est pas fait de manière à représenter toujours toutes choses comme elles sont indépendamment de lui. D'une part, donc, l'objet senti ou pensé n'est pas conçu comme étant tout entier pénétrable à la science, pénétrable au sujet sentant et pensant. D'autre part, le sujet n'est peut-être pas à son tour tout entier pénétrable pour lui-même. Ce principe de la relativité de toutes les connaissances construites avec les données de notre conscience est la condition préalable du droit comme du devoir de justice. En effet, un tel principe est d'abord limitatif et restrictif de l'égoïsme théorique, qui est le dogmatisme intolérant. De plus, il est restrictif de l'égoïsme pratique, qui est l'injustice. Faire de son égoïsme et de son moi un absolu, c'est dogmatiser en action comme en pensée. C'est agir comme si l'on possédait la formule absolue de l'être, c'est-à-dire le monde mécaniquement connaissable est tout, la force est tout, l'intérêt est tout. L'injustice est donc de l'absolutisme en action, et malfaisant pour autrui. Or, il restera toujours de l'inexplicable mécaniquement, ne fût-ce que le mouvement même et la sensation, élément de la conscience. Jointe à toutes les autres considérations, l'idée de ce quelque chose d'irréductible qui constitue notre conscience, en restreignant notre connaissance sensible, nous impose aussi rationnellement la restriction de nos mobiles sensibles, et cela en vue d'autrui, en vue du tout. Le solipsisme, comme disaient les Anglais, est aussi inadmissible en morale qu'en métaphysique, bien qu'il soit peut-être logiquement irréfutable dans les deux sphères. Cette doctrine, on le reconnaîtra, renferme une grande part de vérité. Il faut seulement nous rendre compte du point exact où cette morale nous mène, et aussi où elle nous laisse. Elle est un effort pour fonder un premier équivalent de l'obligation sur le doute même, ou tout au moins sur la relativité des connaissances humaines, et pour faire sortir d'un certain scepticisme métaphysique l'affirmation de la justice morale. En premier lieu, on peut s'accorder que la formule pratique du doute est effectivement l'abstiner, abstiens-toi. Mais ce n'est pas seulement de l'injustice que le doute complet devrait s'abstenir, c'est de l'action en général. Toute action est une affirmation. C'est aussi une sorte de choix, d'élection. En agissant, je saisis toujours quelque chose au milieu du brouillard métaphysique, du grand nuage qui enveloppe le monde et moi-même, le parfait équilibre du doute est donc plus idéal que réel, un moment de transition presque insaisissable. S'il n'y a de moralité vraie que là où il y a action, et si s'abstenir est encore agir, c'est par là même sortir de l'équilibre. Aussi, dans la plupart des cas concrets, le doute métaphysique n'est pas un doute entier et véritable,
une équivalence parfaite, créée dans l'esprit par divers possibles qui se contrebalancent. Il enveloppe le plus souvent une croyance vague, qui s'ignore elle-même, tout au moins comme le reconnaît Fouillé, ou une ou plusieurs hypothèses. De là vient qu'il peut avoir une influence pratique. L'homme placé entre les diverses hypothèses sur le monde a toujours quelques préférences instinctives pour certaines d'entre elles. Il ne reste pas suspendu dans l'époquée pyrrhonienne. Il choisit d'après ses habitudes d'esprit, qui varient d'un individu à l'autre, d'après ses croyances et ses espérances, non d'après ses doutes. L'époquée suspension de l'assentiment, voire pour les pyrrhoniens de tout jugement. Mais dira-t-on, il y a dans toute sincère un élément précis et stable, c'est la conscience de notre ignorance sur le fond des choses, c'est la conception d'une réalité simplement possible qui dépasserait notre pensée, conception toute négative et limitative, qui n'en a pas moins une importance souveraine pour restreindre notre orgueil intellectuel. Oui, mais la question est de savoir si cette conception a la même importance pour restreindre notre conduite. Remarquons d'abord qu'elle ne saurait produire un impératif, et c'est ce qu'a montré l'auteur même de la théorie que nous examinons. Ce qui est en soi indéterminable ne peut pas déterminer et régler la conduite par une loi qui commande. Un ordre et une règle sont une détermination. L'inconnaissable ne peut même pas limiter la conduite d'une manière catégorique. Un principe limitatif comme tel ne peut avoir un caractère absolu, à moins qu'on ne présuppose qu'il y a un absolu derrière la limite. Mais allons plus loin. Le doute sur l'inconnaissable à lui seul et en tant que simple suspension du jugement pourrait-il en aucune façon limiter la conduite ? Une limite ne peut, semble-t-il, avoir l'action pratique sur nous tant que nous nous mouvons à l'intérieur de cette limite. Or, nous ne pouvons nous mouvoir en dehors des phénomènes. Le verre d'un bocal n'a pas d'effet directeur sur la conduite du poisson, si longtemps que celui-ci ne vient pas se heurter à ses parois. L'avenir même n'a d'action sur moi que de deux manières. Premièrement, en tant que dans ma pensée, je me le figure par pure supposition. Deuxièmement, en tant que par mes actes, je le produis ou contribue à le produire ou crois le produire. Tant que l'avenir n'est pas représenté sous une forme ou sous une autre dans mon imagination, il me reste étranger. Il ne peut en rien modifier ma conduite. Il faut de même, croyons-nous, et Fouillé l'admet aussi sans doute, il faut pour que l'inconnaissable ait un effet positif et déterminé sur la conduite, non seulement qu'il soit conçu comme possible, mais qu'il soit représenté sous une forme ou sous une autre dans un rapport avec mon acte, et sous des formes qui ne se contredisent et ne se détruisent pas l'une l'autre. Il faut de plus que je m'imagine pouvoir exercer une action quelconque sur lui ou sur sa réalisation. En un mot, il faut qu'il devienne, comme dit Fouillé, un idéal plus ou moins déterminable. Pour moi, plus ou moins réalisable pour moi, un avenir. L'idée d'une règle morale, même restrictive, suppose donc comme principe positif non pas la simple conception de la possibilité de l'inconnaissable, mais une représentation de sa nature, une détermination imaginaire de cette nature, et enfin la croyance en une action possible, de la volonté sur lui ou sur sa réalisation à venir. Au reste, l'auteur de la critique des systèmes de morale fait lui-même de l'idéal une formule hypothétique de l'inconnaissable idéal qui ne peut avoir sur nous qu'une action conditionnelle elle-même. Et une fois qu'il est bien établi que ce sont là autant d'hypothèses, la moralité, y compris la justice même et le droit, apparaît comme hypothétique métaphysiquement, abstraction faite des considérations tirées de la science positive, de l'évolution, du bonheur, de l'utilité, etc. La théorie du doute, comme limitant l'égoïsme, correspond à un point en quelque sorte subtil que la pensée et l'action traversent sans s'y arrêter. Il importait à coup sûr de déterminer ce point, de faire une part dans la morale à notre ignorance certaine, à notre doute certain, et pour ainsi dire à la certitude de notre incertitude. C'est ce qu'a fait Fouillé. En attendant qu'il ait développé la partie positive de sa doctrine, on peut lui accorder qu'il a réduit logiquement l'idée de l'impératif à sa vraie valeur. Kant, avons-nous dit, y voyait une certitude. Ses disciples y ont vu un objet de foi. Le voilà ramené maintenant à une formule de notre doute, et de limitation de notre conduite par une limitation de notre pensée. Après avoir été un ordre impératif, l'inconnaissable n'est plus qu'une interrogation. Cette interrogation se pose pour chacun de nous. Mais la réponse que chacun de nous peut y faire est variable suivant les individus et laissée à leur initiative. On se rappelle la planche de sauvetage dont parle Cicéron, sur laquelle un homme passe en train de se sauver. Le doute métaphysique à lui seul serait bien peu de choses pour m'empêcher de prendre, si je puis, la place de cet homme. L'inconnaissable au milieu duquel nous vivons et respirons, et qui nous enveloppe, pour ainsi dire intellectuellement, ressemble assez à l'espace vide qui nous contient physiquement. Or, l'espace vide, c'est pour nous l'absolue liberté de direction. Il ne peut agir sur nous et régler nos démarches que par les corps qu'il contient et que le sens qui nous révèle.
Pour qui croit le fond des choses inaccessible à notre pensée, ce sera toujours douteux qu'il soit accessible à notre action. L'inconnaissable suprême donc, sans contradiction, resté par rapport à notre volonté, le suprême indifférent, aussi longtemps qu'il restera pour notre intelligence un objet de doute et de suspension de jugement. La théorie esquissée dans la critique des systèmes de morale ne deviendra suffisamment claire et féconde que quand son auteur aura réussi à tirer, comme il en a l'intention, une règle restrictive et surtout un idéal persuasif, non pas de nos doutes sur l'inconnaissable, simple condition préalable de la moralité, mais de notre connaissance même et du fond connu de conscience humaine. Il faudrait pouvoir, suivant ses propres termes, rendre l'idéal moral immanent et montrer qu'il dérive de l'expérience même. C'est d'ailleurs ce qu'il tente déjà de faire dans une des pages importantes de son ouvrage. Il existe, selon lui, dans la constitution même de l'intelligence, une sorte d'altruisme qui explique et justifie l'altruisme dans la conduite, dans la préface. Il y a, dit-il, un altruisme intellectuel, un désintéressement intellectuel qui fait que nous pouvons penser les autres, nous mettre à leur place, nous mettre en eux par la pensée. La conscience, se projetant ainsi dans les autres êtres et dans le tout, se relie aux autres et au tout par une idée qui en est en même temps une force. Nous croyons en effet qu'il existe une sorte d'altruisme intellectuel. Seulement, selon nous, ce désintéressement de l'intelligence n'est qu'un des aspects de l'altruisme moral, au lieu d'en être le principe. Pour bien concevoir les autres consciences, pour se mettre à leur place et entrer en elles, pour ainsi dire, il faut avant tout sympathiser avec elles. La sympathie des sensibilités est le germe de l'extension des consciences. Comprendre, c'est au fond sentir. Comprendre autrui, c'est se sentir en harmonie avec autrui. Cette communicabilité des émotions et des pensées qui, par son côté physiologique, est un phénomène de contagion nerveuse, s'explique en grande partie, nous le verrons, par la fécondité de la vie, dont l'expansion est à peu près en raison directe de l'intensité même. Le texte de ce paragraphe s'arrête ici, dans la première édition. Suit alors, en 1885, le paragraphe que voici. En résumé, nous arrivons toujours à cette conclusion qu'une morale exclusivement scientifique ne peut donner une solution définitive et complète du problème de l'obligation morale. Nous croyons qu'il faut toujours dépasser la pure expérience. Les vibrations lumineuses de l'éther se transmettent de Cyrus jusqu'à mon œil, voilà un fait. Mais faut-il ouvrir mon œil pour les recevoir ou faut-il le fermer? On ne peut pas à cet égard tirer une loi des vibrations même de la lumière. De même, ma conscience arrive à concevoir autrui. Mais faut-il m'ouvrir tout entier à autrui? Faut-il me fermer à moitié? C'est là un problème dont la solution pratique dépendra de l'hypothèse personnelle que j'aurai faite sur l'univers et sur mon rapport avec les autres êtres. C'est à la vie